Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré. Il est vu par certains comme un héros, par d'autres comme un tyran. Les 8 Guinéens sont condamnés par le peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Nous avons pris l'indépendance pour servir notre pays. Construire une nation viable et respectable. Créer le pouvoir par le travail de l'homme. Son nom est gravé dans l'histoire de l'Afrique francophone. Il fut le tout premier président de la Guinée indépendante, mais aussi l'un des chefs d'État les plus controversés du continent. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Pourtant, derrière le nom historique au général de Gaulle et derrière les discours enflammés, se cache un parcours bien plus complexe. Sékou Touré, avant d'être président, fut un jeune élève turbulent, un syndicaliste acharné et un homme sans diplôme qui rêvait de liberté pour son peuple. Mais au fil des années, son pouvoir devient absolu, son régime de plus en plus autoritaire et son nom lié au tristement célèbre Kambouaro. Alors comment un jeune militant idéaliste est-il devenu le chef d'un État craint jusqu'à dans les rangs de son propre parti? Au-delà de l'icône, au-delà des slogans, qui est-il vraiment? Aujourd'hui les amis, je vous raconte une page de l'histoire guinéenne mêlant fierté et douleur, grandeur et tragédie. Une page incontournable de l'histoire de l'Afrique et de la Guinée. Pour ceux qui veulent en savoir plus, les sources sont dans la description. Je m'appelle Siraj GN et voici l'histoire de Sékou Touré. L'histoire de Sékou Touré commence à Farana, mais même sa date de naissance est un mystère. Officiellement, on dit qu'il est né le 9 janvier 1922. Pourtant, lui-même affirmait que ce n'était pas la vraie date, sans jamais dire laquelle était la bonne. Ce qui est sûr, c'est qu'il serait né entre 1919 et 1922. Sékou Touré vient d'une famille malinké, une ethnie surtout présente en Haute-Guinée. Il est issu d'un foyer de 8 enfants. Son père s'appelait Alpha Touré et sa mère Aminata Fadiga. Même si Alpha Touré est présenté comme son père, certaines sources disent qu'il ne serait pas son véritable père et que son identité resterait inconnue. J'ai pas vraiment plus de détails à ce sujet. Malgré ce flou, Sékou Touré a toujours affirmé avec fierté qu'il descendait du grand résistant guinéen, l'Almami Samori Touré. Il serait lié à lui du côté de sa mère. La mère de Sékou, Aminata Fadiga, était la fille de Bagbe Ramatoulaye Touré. Et cette dernière était, selon la version la plus répandue, la fille de Bagbe Mara, une femme que l'Almami Samori Touré aurait épousée vers 1871. C'est par ce lien que Sékou Touré affirmait être un descendant de Samori du côté maternel. Mais cette filiation est contestée. Certains disent que Bagbe Ramatoulaye n'était pas vraiment la fille de Samori, mais plutôt celle d'un de ses guerriers tombés au combat. Samori Touré l'aurait simplement recueillie et élevée comme sa propre fille. Vous l'avez compris, il y a trop de petites complications. Sékou Touré a grandi dans une famille où l'ambiance n'était pas vraiment joyeuse. Son père était froid, parfois violent et ne montrait presque jamais d'affection. Ça a beaucoup marqué le petit Sékou. À la maison, les disputes étaient fréquentes et sa mère, Aminata, n'avait pas l'air heureuse du tout. Toute sa vie, Sékou Touré va garder cette impression de ne pas être écouté et de ne pas être compris. Il aura toujours ce besoin de hausser le ton pour se faire entendre et pour s'imposer. Sékou Touré reste auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, il entre à l'école coranique, où l'enseignant, le Karamoko, comme on dit chez nous, lui enseigne le Coran et les bases de l'islam. À 8 ans, il est inscrit à l'école rurale primaire de Farana. Puis, il continue à l'école régionale de Kissidougou, où il passe 2 années. À l'école, il est très brillant, mais aussi très turbulent. Les surveillants le considèrent comme un vrai perturbateur. Il se fait renvoyer plusieurs fois. Un jour, pendant un cours d'histoire, Sékou Touré se fait renvoyer pour avoir violemment protesté quand l'enseignant remet en question le rôle de l'Almami Samori Touré. Impossible pour lui de laisser passer ça. Dans son dossier scolaire, on peut lire cette remarque. Élève intelligent, assidu, ponctuel, mais un danger pour l'autorité. En cas d'admission, l'orienter plutôt vers l'école Georges Poiré de Conakry. Sauf que cette école-là, c'était un simple collège technique et ne donnait pas accès à des études supérieures. En 1930, un drame frappe la famille Touré. Sékou Touré perd son père, puis 5 jours plus tard, sa mère. Un double deuil qui bouleverse complètement sa vie. C'est alors son oncle qui quitte Sigiri pour venir prendre les rênes de la famille avec sa grand-mère. Ses parents se demandent que faire de cet enfant turbulent. Malgré son renvoi de l'école, Sékou Touré ressent toujours ce besoin profond d'apprendre.
Il lit sans cesse des romans, des livres d'histoire, de philosophie et même de la politique. Parmi ses lectures marquantes, on peut citer Batouala de René Maran. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'intéresse aussi aux récits de voyage, aux doctrines politiques et même à la finance. En 1956, quand il devient député à l'Assemblée, il inscrit même sur ses papiers d'identité comptable comme profession. Il a été renvoyé sans diplôme, mais il n'a jamais cessé d'apprendre. Un jour, tout ce qu'il avait accumulé en silence allait enfin sortir et changer sa vie. Le 14 septembre 1941, Sékou Touré commence à travailler comme postier. Très vite, il s'engage dans un syndicat, la CGT, la Confédération Générale du Travail. Il y restera fidèle pendant 10 ans. À cette époque, c'est l'un des syndicats les plus puissants et influents du pays. Avec son syndicat, il organisait des grèves. Mais attention, à ce moment-là, ça n'avait rien à voir avec la politique. Leurs revendications concernaient surtout les salaires, les congés et les conditions de travail. Ils demandaient par exemple que les travailleurs africains soient traités de la même façon que les Français venus de la métropole. Le même salaire, les mêmes primes et les mêmes congés. Le 18 mars 1945, toujours postier, Sékou Touré crée avec ses collègues un nouveau syndicat, le syndicat des PTT. Ça veut dire Poste, Télégraphe et Télécommunications. Et là, il comprend que pour avoir plus d'impact, pour être mieux écouté, il faut aller plus loin que le syndicalisme. Il faut entrer en politique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France commence à réorganiser ses colonies. Et Sékou, lui, est déjà un personnage important du syndicalisme guinéen. Mais en 1947, tout s'accélère. Il rejoint le RDA, le Rassemblement démocratique africain, un grand mouvement politique panafricain dirigé par Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Très vite, il devient le leader du PDG, le Parti démocratique de Guinée, qui est la branche guinéenne du RDA. Sékou Touré devient de plus en plus populaire. Ses discours sont puissants, il défend avec passion les droits des travailleurs et les gens commencent à le suivre en masse. En 1956, il est élu député à l'Assemblée nationale française. Et la même année, il devient aussi maire de Conakry, un poste stratégique. Ça lui permet de construire des alliances, de structurer son pouvoir et de mieux contrôler l'administration locale. Du syndicat à la politique, il montait les marches une par une. Bientôt, il allait dire un seul mot qui allait faire trembler tout un empire. En 1958, le général de Gaulle propose un choix aux colonies africaines. Soit elles restent avec la France dans ce qu'ils appellent la communauté française, soit elles choisissent de devenir indépendantes. Contre toute attente, la Guinée est le seul territoire à voter non sous l'impulsion de Sékou Touré. Sa célèbre phrase prononcée devant De Gaulle résonne encore aujourd'hui. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Le 2 octobre 1958, la Guinée devient le premier pays de l'Afrique francophone à accéder à l'indépendance totale. Ce jour-là, Sékou Touré devient le premier président de la République de Guinée. Mais ce choix courageux a un prix. La France quitte brutalement le pays, détruit les infrastructures, retire ses cadres administratifs et coupe les financements. La Guinée se retrouve seule, abandonnée et en ruine. La France a même essayé de déstabiliser la Guinée en injectant de faux billets dans l'économie guinéenne. Mais pour ça, je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur l'opération Persil et je vous invite à aller la voir. Dès les premières années, l'ambition de Sékou Touré est claire. Construire un pays autonome, débarrassé de toute domination étrangère. Il engage une politique de rupture avec l'Occident et se rapproche de l'URSS, qui est la Russie d'aujourd'hui, de la Chine et du Cuba. Le gouvernement voulait garder tous les pouvoirs entre ses mains, confier les postes importants à des Africains et faire avancer le pays avec un système où tout est partagé entre tous. Donc, des écoles sont construites, des infrastructures voient le jour et une nouvelle génération d'élites guinéennes commence à émerger. La Guinée était alors si bien positionnée sur le plan diplomatique qu'elle accueillait même des réfugiés politiques venus d'autres pays. Des pays comme le Cap-Vert, l'Angola, le Congo, le Ghana, les États-Unis ou encore l'Afrique du Sud, fuyant l'apartheid ou les régimes coloniaux. La Guinée était devenue un pays libre et indépendant. Mais cette quête d'indépendance totale s'accompagne aussi d'un contrôle de plus en plus strict. Très vite, il n'y a plus qu'un seul parti politique autorisé dans le pays. Donc, si tu voulais faire de la politique, c'était avec le parti au pouvoir ou pas du tout. Toute critique est perçue comme une menace pour la révolution.
Le pouvoir devient de plus en plus strict et tout le monde commence à se méfier de tout le monde. Les gens ont même peur de parler entre amis ou en famille. C'est dans ce climat que naît la terreur d'État. Des milliers de Guinéens sont arrêtés et accusés de complot. Le tristement célèbre Camboiro devient une prison politique redoutée. Un lieu d'interrogatoire, de torture et bien souvent de mort. Beaucoup y entreront, mais peu en ressortiront. Des hommes comme Diallo Telli, Fodeba Keïta ou même Barry Diawadou, pourtant proches du régime à une époque, seront accusés de trahison, torturés puis exécutés. Les discours officiels évoquent régulièrement des complots contre la révolution. Parmi les plus célèbres, on retrouve le complot des enseignants, le complot Kaman Fodeba et bien d'autres encore. Si ça vous intéresse et que vous voulez une vidéo spéciale où je raconte tous ces complots, dites-le moi en commentaire. Le régime justifie la répression par la nécessité de protéger la souveraineté de la Guinée et certains événements vont renforcer cette posture. En novembre 1970, la Guinée subit une attaque militaire. Des commandos portugais accompagnés de mercenaires et certains opposants guinéens lancent ce qu'on appellera l'opération Mer Verte. Leur objectif est de déstabiliser le pays et potentiellement renverser le régime de Sékou Touré. L'attaque échoue, mais ses conséquences, elles, vont profondément marquer le pays. Car à partir de là, le pouvoir durcit encore davantage son fonctionnement. Des arrestations massives sont menées, des enquêtes sont ouvertes et plusieurs personnes sont accusées d'avoir participé à l'opération ou de l'avoir soutenue. Parmi elles, 4 hommes. Barry Ibrahima, surnommé Barry III, Baldé Ousmane, Magasuba Moriba et Keïta Kara de Sofiane. Le 25 janvier 1971, ces 4 accusés sont pendus au pont 8 novembre, un pont bien connu des habitants de Conakry, situé à l'entrée du centre-ville. Cette pendaison a valu au pont le surnom de pont des pendus. Le message est clair, dissuader toute tentative de complot. Cet événement reste encore aujourd'hui l'un des faits les plus marquants de l'histoire politique guinéenne. Il symbolise pour beaucoup la sévérité du régime face aux menaces réelles ou supposées. Mais il faut aussi dire que certaines menaces contre le régime étaient bien réelles. Dans son livre Ministre de l'Afrique, Maurice Robert, ancien responsable des services secrets français en Afrique, reconnaît que la France a soutenu et armé certains opposants guinéens avec l'aval de Jacques Foccart, conseiller de De Gaulle sur les affaires de l'Afrique. Autrement dit, la crainte des complots n'était pas totalement infondée. Il y avait bel et bien des tentatives de sabotage et des projets de renversement du pouvoir guinéen. Mais la manière dont le régime a réagi à ces menaces soulève de nombreuses questions. Car plutôt que de viser uniquement les responsables, le pouvoir a étendu la répression à tous ceux qui étaient perçus, de près ou de loin, comme suspects ou menaces. Et pourtant, malgré la peur, une partie du peuple continue de le soutenir, car beaucoup voient en lui le père de l'indépendance, l'homme qui a osé dire non à la France quand personne n'osait le faire. Mais avec le temps, une autre image s'impose, celle d'un pouvoir de plus en plus fermé, d'un régime qui ne tolère ni critique ni doute. Et c'est là qu'un mot revient souvent quand on parle de cette période, dictature. Il avait pris le pouvoir avec des rêves plein la tête. Un pays libre, uni, fier, c'était ça le projet. Mais très vite, pour beaucoup, ce rêve est devenu un cauchemar. La peur a remplacé l'espoir, la méfiance a pris le dessus sur la liberté, et sans que personne ne le voie venir, la fin était proche. Au début des années 1980, Sékou Touré commence à faire beaucoup de voyages à l'étranger. Il essaye de soigner son image aux yeux du monde. Il veut montrer une meilleure image de lui-même et de son pays pour obtenir de l'aide, surtout sur le plan économique. Pour cela, il se rapproche de plusieurs grandes puissances, comme les États-Unis ou encore la France de François Mitterrand, le nouveau président. Dans le même temps, il assouplit légèrement le régime, mais son pouvoir personnel reste intact. Il reste président à vie. Le mardi 20 mars 1984, l'avion présidentiel se pose sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. À son bord, Sékou Touré revient d'un voyage diplomatique qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Il a passé plusieurs jours entre Alger et Rabat. L'objectif était clair, tenter de rapprocher deux positions opposées sur le dossier du Sahara occidental. Mais les discussions n'ont abouti à rien. Le désaccord persiste et cela compromet sérieusement la tenue du 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine que la Guinée doit accueillir dans quelques semaines. Mais il rentre avec une voix éteinte et des signes de grande fatigue. Il aurait même confié à quelques proches qu'il soupçonnait une tentative d'empoisonnement lors de son séjour en Algérie.
Le lendemain, 21 mars, le président reçoit encore des délégations étrangères. Obiang Nguema, le président de la Guinée équatoriale, est son dernier visiteur officiel enregistré ce jour-là. Le 22 mars, il préside lors d'une cérémonie officielle la clôture du congrès des syndicats de la CEDEAO au Palais des Nations. Devant les délégués, il déclare « Je resterai syndicaliste jusqu'à ma mort ». Cependant, ce jour-là, sa condition physique inquiète. De retour chez lui, il marche difficilement et il s'assoit dès qu'il peut. Vers 21h, il est pris de malaise et de vomissements. Le vendredi 23 mars au réveil, Sékou Touré ne se sent pas assez bien pour recevoir des visites. Et donc, il annule tous ses engagements de la journée. Le vendredi 23 mars, dans la matinée, le roi du Maroc appelle Sékou Touré pour discuter une nouvelle fois du dossier du Sahara occidental. Mais on lui explique que le président ne peut pas répondre à cause d'un malaise. En apprenant la nouvelle, le roi décide d'envoyer une équipe de médecins. Un avion spécial est affrété depuis Rabat et les médecins arrivent à Conakry dans la soirée. Une fois sur place, les médecins marocains examinent Sékou Touré et comprennent rapidement que son état est très sérieux. Il ne s'agit pas d'un simple malaise, mais d'un problème cardiaque grave. Hassan II alerte alors le roi d'Arabie Saoudite qui envoie aussitôt un avion médicalisé ultra moderne. L'appareil atterrit à Conakry dans la matinée du dimanche 25 mars. Mais Sékou Touré est très réticent à l'idée de quitter la Guinée. C'est Madame André, son épouse, qui finira par le convaincre. Et le dimanche 25, en fin de journée, le Boeing 707 saoudien médicalisé s'envole vers les États-Unis. L'avion médicalisé atterrit à Cleveland dans la soirée du 25 mars. Sékou Touré est immédiatement pris en charge, tandis que sa famille est logée non loin de l'hôpital. Le lundi matin, 26 mars, l'équipe médicale confirme un diagnostic grave, dissection complète de l'aorte. Pendant près de 4 heures, les chirurgiens se battent pour le sauver, mais le cœur lâche en pleine opération. À 15h23, heure de Cleveland, soit 20h23 à Conakry, le président Sékou Touré meurt sur la table d'opération. Avant minuit, à Conakry, Lansana Biavogui est informé du décès par téléphone. Le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée porte à la connaissance du peuple militant et croyant de Guinée la tragique nouvelle ci-après. Dieu le Tout-Puissant a rappelé à lui le grand révolutionnaire que fut le président Ahmed Sékou Touré. Le lendemain matin, mardi 27 mars 1984, Lansana Biavogui, le Premier ministre, prend la parole à la radio nationale. Dans un communiqué officiel, il annonce au peuple de Guinée la mort du président Sékou Touré. Le pouvoir lui est confié en attendant la suite des événements. Le 28 mars 1984, un avion spécial en provenance des États-Unis ramène la dépouille du président à Conakry. Le cercueil, scellé et jamais ouvert, même pour la famille, suscite rapidement des rumeurs persistantes. Certains affirment qu'il ne contenait pas le corps, d'autres parlent d'un enterrement discret au Maroc ou en Arabie Saoudite. Pendant 2 jours, le cercueil est exposé au Palais du Peuple avant qu'un hommage national ne soit rendu le 30 mars au stade du 28 septembre en présence de nombreuses figures africaines et internationales. À l'issue de la cérémonie, il est inhumé au mausolée de Camayen. Une semaine plus tard, le 3 avril 1984, l'armée, dirigée par le colonel Lansana Conté, prend le pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang. Le PDG est dissous, les prisonniers politiques sont libérés et avec ce basculement, l'ère Sékou Touré prend officiellement fin. C'est l'histoire d'un homme brillant, déterminé et visionnaire, mais aussi celle d'un dirigeant autoritaire, paranoïaque et parfois même impitoyable. C'est l'histoire d'un jeune syndicaliste devenu le premier président de la Guinée indépendante. C'est l'histoire d'un nom qui, encore aujourd'hui, divise les Guinéens. Mais qu'on l'admire ou qu'on le condamne, personne ne peut ignorer son rôle capital dans l'histoire du pays. C'était l'histoire d'Ahmed Sékou Touré. Merci d'avoir suivi jusque-là. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos.